vous permettre de nous dire un peu d'abord dans ça avant que nous commençons avec les questions. Comment cela est arrivé? C'est un enlèvement qui s'est passé exactement le 9 mai 2020 dans les environs de 13h32 au niveau du carrefour de Bankouni. J'ai été enlevé par une dizaine d'individus cagoulés, armés, qui m'ont extirpé de ma voiture, de mon véhicule, et qui m'ont cagoulé et qui m'ont amené. C'est vers le soir que j'ai compris que j'ai été enlevé par la sécurité d'État, la SE, et qui m'ont détenu, qui m'ont gardé pendant 2 semaines. 2 semaines où j'étais enfermé, cagoulé, avec des interrogatoires, avec des enquêtes, avec mes matériels saisis. Et finalement, ils m'ont ramené après 2 semaines à la gendarmerie du camp 1 qui a fait un PV et qui a envoyé le dossier au niveau du tribunal de la 3e République, donc la commune 3. Et après, Maître Kassogé, qui est procureur là-bas, a rejeté le dossier. Et finalement, le dossier est revenu au camp 1 et le dossier, le lendemain, s'est retrouvé dans la commune 1 de Bamako, où j'ai été reçu par le procureur qui m'a dit qu'il va prendre le temps d'examiner le dossier et qu'il me laisse en liberté, et que je suis convoqué pour le 1er juillet 2020 pour éventuellement faire un jugement, parce que dès qu'il y a poursuite, il faut un jugement d'acquittement ou un jugement de responsabilité. Et s'il y a des poursuites, qui a poursuivi Mamadou Kemadani? Si j'ai compris, c'est l'État. C'est l'État malien, finalement, qui a porté plainte. Et l'objet de la plainte, c'est de dire que j'ai appelé les militaires, les porteurs de tenue, à désobéir à l'ordre et à porter atteinte à l'État. Ce qui est complètement faux. Dans une vidéo qui a été postée le 8 mai, le matin, dans les environs de 8h, 8h30, j'ai posté une vidéo sur Facebook, sur ma page, dans laquelle j'appelle à l'apaisement, parce que c'était le lendemain où il y a eu des tirs à balles réelles à Sikasso. On a vu sur Internet des corps mutilés, criblés de balles. Et on a vu qu'à Kati, il y a un poste de police qui a été brûlé. Il y a les policiers qui ont envoyé le gaz lacrymogène dans une maison à Badjalan 3 qui a tué une personne. Donc il y avait déjà cette tension. Et moi, en tant que citoyen, même si je suis écouté que 3-4 personnes, mon devoir, c'est d'appeler les gens à l'apaisement et de dire qu'attention, il ne faut pas vous attaquer aux policiers. On n'a pas besoin d'aller saccager les postes de police, ce sont nos biens. Les feux de signalisation, il ne faut pas les casser. Les voitures, il ne faut pas les casser. C'est pour nos parents, c'est pour nos amis, nos voisins, etc. On peut manifester, on peut imposer des choses à l'État, au gouvernement en tout cas, mais pas dans la violence. Donc j'appelle plutôt à la non-violence et on m'a arrêté pour dire que je suis en train de préparer un coup d'État, que je suis en train de faire un soulèvement parce que je vais renverser le régime. Mais pardonne-nous un peu la scène même. Comment cela est arrivé? C'était à environ de quelle heure? Et vous partez où? Parce que ça n'a pas été passé chez vous à la maison. Ben moi, j'étais parti chercher des fruits, comme je le fais d'habitude le matin. Je suis parti acheter des fruits, principalement des oranges et des bananes pour ma mère. Donc j'ai acheté ça. Je suis revenu maintenant pour lui donner ça et partir au travail. Donc c'est en revenant de là-bas vers le coup de 13h, parce que le matin je suis resté à la maison toute la matinée à cause de l'état de souffrance de ma mère. Et puis c'était un samedi. Donc je devais aller après à une conférence de presse dans laquelle j'étais invité. Donc j'ai dit j'achète les fruits pour la maman, après je pars. Donc j'ai acheté les fruits et l'hippodrome, je venais à Bankouni. C'est à l'entrée de Bankouni, le rond-point de Bankouni qu'on appelle Bankouni Drounim Plassi, Kenebani. Donc il y a un carrefour de Bankouni et c'est là où les véhicules m'ont pris en sandwich. Il y a un véhicule derrière, un véhicule devant qui m'ont bloqué. Et ces gens-là sont sortis avec des fusils comme une scène de guerre. On dirait que je suis le plus grand terroriste de l'histoire du monde. Alors là, je pense que les jours ils vont arrêter Amadou Koufa, ça sera 100 fois plus que ça parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un plus que ça. Un civil, les mains vides, qui n'est pas armé, qui n'a jamais été armé, qui n'a pas de garde-corps, qui n'a rien, il n'y a même pas de chauffeur.
On envoie une vingtaine de personnes avec des fusils, des mitraillettes, en pleine ville. Vous étiez seul dans la voiture? Moi, j'étais tout seul. Je conduis ma voiture. Vous avez vu une voiture qui vous a barré. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre tête, justement? Mais sur la scène, en fait, tu ne te poses pas trop de questions. Tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas eu peur. J'ai vu des gens qui sont sortis avec des fusils. À ce moment, ton cerveau bloque. Donc, du coup, tu ne sais pas, tu attends voir. Ils sont venus en criant mon nom. Clément, tu sors, Clément, tu sors. Clément, descends, on va te tirer, on va te tuer. En portant des armes? Oui, il y a même un qui a porté le fusil et puis le pistolet sur moi. Donc, je demande, vous êtes qui? Tout calmement. Ils étaient cagoulés? Ils étaient tous cagoulés, on ne voyait pas le visage, c'est comme des ninjas, là, on voit juste les yeux, mais tout est fermé. Ils étaient en tenue ou bien... Non, ils sont beaucoup en jean, avec des t-shirts. Ils ont des t-shirts, comme ils sont musclés, ils font presque 2 mètres, et puis ils sont tous braqués, ils ont des fusils. Et puis, qu'est-ce que la population disait à ce moment? Mais les gens se sont levés, et puis les gens ont commencé à sortir le téléphone, donc l'action va très vite. Tu sais, les gens sont pris aussi de vitesse. Et puis eux, ils essaient de faire très rapidement pour qu'on ne les voit pas. Donc d'abord, on voulait me cagouler dans ma voiture. Et ça, je ne voulais pas parce que je n'ai pas compris. Donc j'ai commencé à parler avec eux. Donc je sors de ma voiture. Et au moment où je vais sortir, c'est là où on tape avec les fusils. Mon tibia, c'est là où j'ai été blessé à la jambe, où il y a le sang. Donc on vous a frappé là-bas? Oui, au moment où on m'a arrêté, quelqu'un m'a tapé avec le fusil sur le tibia et j'ai été blessé. Jusqu'à arriver là-bas, je continue à saigner. Il y a eu beaucoup de sang. Donc là, ils m'ont fait sortir. Et puis, comme je suis connu à Bankouni, certains m'ont appelé, etc. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, je ne sais pas. Donc, ils ont pris le véhicule et il y a 2 personnes, j'ai remarqué, parce que quelqu'un a dit, on est poursuivi. Donc, il y a des gens qui ont pris donc, ils sont partis très vite pour disparaître en ville. Mais lorsque vous arrivez au niveau des essais, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc j'arrive à la sécurité d'État et puis on attend longuement dans le véhicule. J'ai les menottes, je suis cagoulé, je suis entre des gars, il y a à peu près 5-6 comme ça. Et puis au bout de 30 minutes, on me fait descendre du véhicule, je descends et puis on m'amène dans une pièce. J'attends encore presque 30 minutes, on vient me chercher. Toujours cagoulé, on m'amène dans une autre pièce, on me demande de m'arrêter, on enlève les cagoules, on me met la lumière sur les yeux, donc je ne vois rien, on me prend des photos, je sais qu'on est en train de me photographier, on me dit de tourner sur le profil, etc., on me prend des photos, on me met encore les cagoules, on me fout dans une autre pièce, je reste encore 30 minutes, chaque fois c'est long, on vient te chercher, on t'amène à gauche, à droite, donc chaque fois on t'enferme, et puis à un moment on vient me chercher, on m'amène dans une pièce où je sens qu'il y a la climatisation, donc j'entends un monsieur qui me dit, oui, professeur, est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va. Mais j'ai dit, mais je pense que je suis blessé. Il regarde le pied, il dit, oui, effectivement, il y a beaucoup de sang. Il me dit, mais qui a fait ça? J'ai dit, ben, au moins, on m'a arrêté, on m'a blessé. Il me dit, ah, ok, on va régler tout ça. Et puis voilà. Et donc, je reste debout. On me prend encore de la photo. Et puis, après, on me fait asseoir. Et là, on commence à me demander mon nom, mon prénom, ma date de naissance, lieu de naissance, l'admissibilité. Je décline mon identité et puis après, on me dit, est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête? J'ai dit, mais non. Est-ce que vous savez où vous êtes? J'ai dit, non. On vous arrête parce que vous voulez faire un coup d'État. À ce moment, j'ai dit, ah donc c'est l'État qui m'a arrêté parce que ce n'est pas les bandits qui vont m'arrêter pour parler de coup d'État. Ça me donne une première lueur d'espoir. J'ai dit, mais non, je n'ai jamais voulu faire un coup d'État. Je ne ferai pas le coup d'État. Je ne suis pas celui qui va faire le coup d'État. Ce n'est pas possible. Il me dit, si on a la preuve. J'ai dit, ben, si vous avez la preuve, ce n'est pas de bonne preuve. Moi, je ne fais pas le coup d'État. À ce moment, j'ai dit, ça va durer 1 heure de temps. Ils vont te demander de rentrer chez toi. J'ai dit, vous pouvez regarder dans mon téléphone, dans mes trucs, etc. Vous faites tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas celui qui veut faire le coup d'État. On me dit, oui, donc on parle beaucoup là-dessus. Après, il me dit, amène-le. Donc, on m'amène. On me met dans une pièce, après on vient me chercher, on me fait asseoir, on me rase le crâne. Ah, donc vous étiez rasé? Oui, on me rase le crâne complètement. Après, je suis menotté, on m'enlève les vêtements, donc on me rase le crâne, après je porte les vêtements, on m'amène dans une autre grande pièce où il y a quand même des djihadistes parce qu'ils ont arrêté quand même des présumés djihadistes, il y a des présumés djihadistes.
Donc on me fout avec... Vous les avez vus oser avec... Non, là, on m'enlève le cagoule quand je rentre dans la pièce des... Vous avez vu ces djihadistes là? Oui, non, j'ai pas vu, j'étais avec eux. J'étais assis parmi eux, on était tous assis ensemble. Là-bas, il n'y a pas de l'obscurité? Non, il n'y a pas... Il y a de l'obscurité, mais pas beaucoup. Donc, ils m'accueillent, majoritairement des Peuls, hein, ou sinon presque tous des Peuls. Et deux Arabes, je pense. Ils me reçoivent, ils me demandent comment je m'appelle, je leur demande et chacun se présente. Et puis ils viennent s'asseoir autour de moi, ils me demandent qu'est-ce qu'il y a, je leur explique que j'ai été arrêté, je ne sais pas pourquoi, on me parle de coup d'état, mais ce n'est pas vrai. Il me dit ok, c'est pas grave. Et puis après, ils commencent à me poser des questions. Comment ça va au Mali? Nous, on est là depuis 5 ans. Quelqu'un dit depuis 6 ans, je suis là. Et l'autre dit depuis 3 ans. Et puis comment ça se passe au Mali? J'ai dit, ben, il y a la grève des enseignants, il y a un article 39. Donc ils ne comprennent pas l'article 39. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est un article où on avait voté pour donner de l'argent pour les enseignants. Ils demandent l'argent, on ne leur donne pas l'argent. Donc il y a la grève au Mali, ça fait 2 ans que les enfants ne vont pas à l'école. Après, j'ai dit, les Maliens, ils me disent, est-ce que ça va? J'ai dit, ça ne va pas parce que les Maliens ne mangent pas 3 fois par jour. J'ai dit, il n'y a pas de route. J'ai dit, quand vous avez quitté le Mali, c'est encore pire que quand vous avez quitté le Mali. J'ai dit, ça ne va pas du tout. Ils me disent, ok, donc est-ce que le gouvernement trouve la solution? J'ai dit, le gouvernement ne trouve pas la solution, le gouvernement trouve sa solution, qui est loin d'être la solution. Donc j'explique tout ça. Ils me donnent beaucoup de dates. Ils me demandent si je fais le ramadan. Ces jours-là, je faisais le ramadan. Donc on coupe, c'était vers la fin du jeûne, de la journée. On coupe le ramadan ensemble, on discute, ils se présentent. Il y a un docteur en théologie, il y a un professeur, il y a... Donc on discute, etc. Donc eux-mêmes vous disent qu'ils sont des djihadistes? Non, ils ne m'ont pas dit qu'ils sont djihadistes. Ils m'ont dit on nous a arrêtés. Il y en a un qui m'a dit que lui, il est berger. Il y en a un autre qui m'a dit que lui, il faisait la prêche, qu'on l'a arrêté pour ça. L'autre dit que lui, il ne sait pas pourquoi il est là, mais on lui a dit qu'il est djihadiste, mais il n'est pas d'accord. Personne ne m'a dit qu'il est djihadiste. Ils sont quand même là. Ça, je le dis. Donc si on a compris, là-bas aussi, c'est des personnes suspectes comme ça qui sont... Ah, c'est pourquoi je dis qu'ils sont présumés djihadistes, parce qu'ils n'ont pas été encore jugés. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont djihadistes. Et pendant 6 ans... Ah ben ils sont là-bas, ils m'ont dit qu'ils sont là depuis 6 ans. J'ai demandé est-ce que vous avez été jugé, ils m'ont dit non. J'ai dit voilà, mais j'écoute, j'entends, et puis après, on vient, on entend donc nos discussions, on vient me chercher. On vous a fait quitter là-bas aussi? Hein? Il vous a fait quitter là-bas aussi? Oui, donc je quitte là-bas, après on me cagoule encore, on m'amène dans une autre pièce. On monte à l'étage, on descend, on va dans le sous-sol, etc. Et chaque fois, on ferme à clé 3 fois. La fermeture, après, on m'amène dans une autre pièce. Là-bas, il n'y a pas de fenêtre. Là-bas, tu es enfermé. Les portes sont fermées. C'est là où je suis resté. Mais dans chaque pièce, quand même, ils vous enlèvent des cagoules? Non, pas du tout. Ah non. Vous savez, ce n'est pas la prison c'est pas la grande prison de Bamako. Hein. Tu n'as pas de drain gris. Hein. Là, tu es dans un sous-sol à 3 niveaux, complètement fermé chaque fois. On met des barres. Les barres devant lesquelles on met les boutiques là. Et on met les barres 3 fois on ferme, tu rentres, on ferme. Et il y a presque 4 ou 5 ou 6 portes qui sont complètement fermées. Et on te donne un seau, tu fais tout dedans. Et voilà. Mais là, on m'a donné quand même de l'eau, et puis on me donnait à manger, et puis voilà. Mais vous mangez combien de fois par jour pendant cette... Bon, on me donnait... Le matin, on ne me donnait pas à manger le matin, parce que je pense que comme c'est le ramadan, moi j'ai pensé comme ça. Hein. Après, je n'aime pas mentir, je me dis comme c'est le ramadan, donc ils pensent que personne ne mange le matin. Et puis à midi, on ne me donne pas à manger vers 16h. Donc le premier repas, c'est vers 16h. Et puis chaque jour, on m'amenait vers le coup de 16h à manger. Et puis vers 18h, on t'amène du café, du pain pour le déjeuner de demain, pour le jeûne. Et puis on t'amène du riz avec de la sauce. Et puis voilà. Alors, mes professeurs, cette situation qui s'est passée pendant 2 semaines, vous a fait quoi? Est-ce que moralement ça va aujourd'hui? Ça m'a beaucoup renforcé. Ça m'a montré que je dois continuer le combat que je fais. Ça m'a montré que je suis sur le bon chemin. Ça m'a montré que je dois continuer à défendre la cause des Maliens, à défendre le peuple malien. Chose que ça m'a renforcé, ça m'a donné encore plus de motivation de dire il faut aller encore, il faut faire encore plus. Parce que vous savez, c'est comme la boxe. Quand vous tapez l'autre boxeur qui ne montre pas que vous le tapez, vous dites que finalement ça ne marche pas. Mais quand l'autre boxeur, vous sentez que ça fait mal et qu'il réagit, c'est le moment où vous devez dire voilà, je dois le faire. Moi, ma vie, mon combat, toute ma vie, c'est la lutte contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance.
Et si on veut que Clément se taise, ben qu'on gouverne bien le Malien. Mais tant que le droit des Maliens n'est pas respecté, je parlerai toujours et je vais me battre toujours. Pensez-vous qui derrière cet enlèvement? Non, je ne sais pas. On m'a pas dit ce qui est derrière ça. Mais je sais celui qui est derrière ça, c'est celui qui vole. Celui qui est derrière ça, c'est celui qui est incompétent, qui ne veut pas qu'on dise qu'il est incompétent. Celui qui est derrière ça, c'est celui qui n'arrive pas à régler le problème de la sécurité à l'intérieur du Mali et qui essaie de monter les coûts. Parce que depuis que je suis sorti, je reçois beaucoup d'informations. Mais quand vous n'êtes pas capable de gérer notre sécurité intérieure et que vous pensez que vous allez faire ça, que les gens vont se taire, moi j'appelle ça du voyeurisme, du banditisme, c'est tout. Donc pour moi c'est un petit bandit qui fait ça et qui se cache derrière l'État, qui se cache derrière l'institution. Au lieu de nous affronter argument contre argument, non, il préfère passer par la sécurité d'État pour enlever les gens et faire ce qu'il veut. Mais ça va finir, hein, ça va finir. Hein. Mais après tout ça, là, depuis hier, vous êtes libre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi une personnalité de l'État qui vous a réellement essayé de savoir si ça va, s'il n'y a pas, vous avez de bonne santé ou pas? Est-ce que vous avez réussi ça? Non, je n'ai pas reçu quelqu'un du gouvernement, vous voulez dire? Non, j'ai vu, il y a beaucoup de personnalités qui sont venues, mais qui ne sont pas du gouvernement. Je n'ai pas besoin de recevoir quelqu'un du gouvernement pour venir me demander, ce n'est pas leur rôle non plus, pour venir me demander mon état de santé. Mais il y a beaucoup de personnalités qui sont venues à la maison, qui m'ont vu. Il y a beaucoup d'artistes que je remercie, qui sont venus, beaucoup d'activistes qui sont venus me voir. Après ces 2 semaines-là, vous avez réussi à un médecin qui vous a... Une fois, un médecin est passé me voir, je lui ai parlé de quelques soucis de santé, mais il n'est plus revenu me voir. Je n'ai pas eu de médicaments là-bas, à la sécurité d'État. Et une fois, il y a un médecin qui est passé me voir. Je lui ai dit, ben oui, je suis en traitement, etc., mais il n'est plus repassé me voir. Mais je l'ai dit, et puis après, celui qui m'interrogeait tous les jours, qui est responsable de la sécurité d'État, je lui ai dit au moins 6 fois mon problème de santé, il n'a jamais pris ça au sérieux. Donc ça, je pouvais mourir de ça. Mais professeur, est-ce que vous avez des matériels qui sont restés là-bas? Puis ils ont pris mes 2 ordinateurs, mon téléphone, ma voiture, tout était chez eux. Maintenant, même après... la voiture est là-bas jusqu'à présent? Non, la voiture, j'étais au Caen quand ils sont venus me ramener au Caen. Quand le procureur Kassoga a refusé de traiter le dossier parce qu'il ne devait pas m'arrêter. En fait, il faut que les Maliens comprennent que la sécurité d'État ne doit pas arrêter quelqu'un sans l'autorisation du procureur. Même si c'est extrajudiciaire, mais la sécurité d'État, lorsque vous n'êtes pas un terroriste, etc., la sécurité d'État ne peut pas arrêter quelqu'un, un homme politique, une personnalité, comme ça, t'enlever et t'amener. Ça s'appelle enlèvement et séquestration. Il faut que ça passe par la justice. C'est le procureur. Donc le procureur a dit, mais vous ne nous avez pas respecté, ben nous on ne prend pas Clément. Donc allez-y, et nous on n'est pas compétents pour juger chez nous. Et puis après, dans la commune 3, qui est à compétence étendue. Donc je suis retourné au Caen, maintenant après, ils m'ont amené au... Donc la voiture présentement se trouve en Caen? Soit Caen ou soit commune 1 procureur. Je ne sais pas, et puis à partir de lundi, je vais chercher où se trouve mon véhicule pour demander si on peut me rendre mon véhicule, parce que mon véhicule n'était pas quand même sous-scellé. Donc mais vous avez quels sont les matériels que vous avez à l'endroit de la sécurité d'État aujourd'hui? Je pense que je n'ai pas le matériel chez eux, j'espère. J'espère qu'on m'a donné... Donc tout ce qui était sous-scellé, ils ont tout remis au Caen. Le Caen a tout donné, je pense, au procureur de la commune 1, qui va maintenant examiner tout. Et s'il peut me remettre les dossiers ou mes matériels ou pas. Alors, professeur Mamadou Clément Dambélé, réellement, le Malien veut savoir aujourd'hui si le professeur continuera à lutter contre le chômage et la corruption, ou bien ce que le professeur a vu pendant 2 semaines va pousser au professeur Mamadou Clément Dambélé à rester chez lui à la maison et rester calmé sans rien dire encore. Mais je n'ai pas le choix, je suis condamné à lutter pour les Maliens. Après tout ça, je l'avais dit hier, avant cet événement, je le dis encore aujourd'hui, c'est l'engagement de ma vie. Je donne ma vie, mon sang, mon âme, mon argent, mon corps au peuple malien. Je donne tout au peuple malien. Il faut que le peuple malien vive bien. Toute ma vie sera consacrée au bonheur du peuple malien.
Je le dis encore aujourd'hui une fois, que je m'engage devant Dieu et devant tous les livres saints, que je continuerai ce combat jusqu'à la fin de ma vie. Vous savez, M. Salah, même si je deviens président du Mali, je ferai ce combat avec les Maliens. Je n'arrêterai jamais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le professeur a un mot à l'endroit de ceux qui dirigent le Mali, peut-être qui pensent qu'il faut séquestrer, il faut enlever, il faut tirer, il faut, je ne sais pas, comment dirais-je là, pour que ceux qui parlent puissent vraiment cesser de parler? Moi, je leur propose une solution, c'est d'être plus compétent et beaucoup plus attentif aux Maliens, plutôt que de passer par la violence. La violence est contraire à l'éthique du peuple malien et tous les régimes qui sont passés par la violence sont tombés au Mali. Aucun régime n'a utilisé la violence contre le peuple malien qui est resté. Je leur propose de dialoguer, d'écouter et de faire preuve de présence. Le Malien ne demande pas beaucoup, on demande juste de l'eau à boire, on demande un peu d'électricité qui ne soit pas coupée toutes les heures, on demande juste quelques bonnes routes, on demande de l'emploi pour les jeunes. C'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas trop demandé. Nous ne demandons pas de l'or, on ne demande pas du diamant, on ne demande pas le paradis, on veut juste avoir le minimum, un peu de logement, un peu de route, un peu d'eau, un peu d'électricité, un peu à manger et donner du travail à nos enfants. Ça, ce n'est pas compliqué. S'ils ne peuvent pas nous donner ça, qu'ils dégagent. Qu'ils dégagent. S'ils peuvent nous donner ça, ils seront nos dirigeants, on les respecte, on va les accompagner. S'ils ne peuvent pas faire ça, ils n'ont rien à faire avec les Maliens. Et nous ne voulons pas des dirigeants corrompus, voleurs, menteurs, qui essaient de nous menacer, de nous tuer. On ne veut pas ça. Nous sommes en 2020, au XXIe siècle. La dictature est finie. Et le pouvoir n'est pas un héritage. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, êtes-vous pour le soulèvement populaire? Est-ce que cela n'a pas une violence? Non, je suis contre. Non, je ne veux pas le soulèvement populaire dans le sens de la violence. Vous savez, il y a deux formes de soulèvement populaire. Il y a le soulèvement populaire dans la manifestation pacifique. Ça, je suis pour ça. C'est un droit constitutionnel. C'est la constitution du Mali qui dit que chaque Malien a le droit d'association, de mouvement et de manifestation. Mais dans le cadre pacifique. C'est-à-dire, on sort, on ne casse pas le feu, on ne casse pas les bâtiments, on ne brûle pas les voitures, mais on sort et c'est notre droit. C'est notre sol. Le Mali, là, c'est notre sol. Le Mali n'appartient pas à Ibeka. Hein. Le Mali n'appartient à personne. Le Mali appartient aux Maliens. Donc les Maliens ont le droit de sortir. On a voté pour Ibeka, pour le mettre au pouvoir. Si on n'est pas content, on sort, on montre notre mécontentement. Mais en respectant la loi, on ne casse rien. Si on sort, on peut même dire qu'on ne rentre pas. On va rester 5 jours, 6 jours, 10 jours, 20 jours, 40 jours. On a vu en Algérie. On a vu en Algérie. On a vu dans d'autres pays. Donc on peut faire ça. Maintenant, sortir, deuxième forme de soulèvement, qui est le soulèvement populaire, sortir pour tout casser, brûler, machin. Non, je suis contre ça. Je ne demanderai jamais ça. C'est contraire à mon éducation, à ma philosophie. Je ne veux pas ça. Et personne ne casse à mon nom, ni avec moi, ni pour moi, je ne le veux pas. Mais sortir pour exiger à l'État de nous donner notre droit de vie, je le fais hier, je le fais aujourd'hui, je le ferai demain. Et je vais toujours appeler les Maliens à manifester pacifiquement en respectant la loi tant que nos droits ne sont pas respectés. De toutes les façons, on le fera. On le fera bientôt, je vais appeler bientôt les Maliens. Professeur, la rendez-vous avec la justice, c'est quand? Et ça se passera comment? Quel est l'appel aussi que vous avez à l'endroit de la population malienne? Le rendez-vous, c'est le 1er juillet prochain, donc dans un mois, une semaine, je pense. Je dois me présenter le 1er juillet au tribunal de la commune 1 pour être jugé. Si j'ai demandé à renverser le régime par la violence, et si j'ai demandé aux militaires de désobéir ou pas, et dans ma vidéo, je vais très confiant, je fais confiance à ma justice. J'aime beaucoup ma justice et je pense que je fais partie des Maliens qui disent tous les jours qu'il faut soutenir la justice malienne. Je veux que la justice me mette dans la justice, dans le droit. Si je dois être puni, la justice malienne me punira, j'accepterai. Si je dois être libéré, la justice malienne me libérera et j'accepterai. En tout cas, je suis derrière ma justice. Même si je suis accusé par la justice, je continuerai à la soutenir parce que je crois fermement.
à cette justice. À l'égard des Maliens, restons sereins, restons toujours pacifiques, réclamons nos droits et bientôt on va faire appel à tous les Maliens pour se rassembler, pour donner une puissance nationale à un grand mouvement, ce grand mouvement qui va revendiquer la justice, l'économie, la lutte contre la corruption, la lutte contre le chômage, le problème d'électricité, le problème de route, le problème de santé. Nous allons faire une revendication, on va demander au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, de répondre au peuple malien s'il a la solution. S'il n'a pas la solution, ça veut dire que le peuple malien ne se retrouve pas à Ibeka. Ce n'est pas un coup d'État que je demande. On ne demande pas l'intervention des militaires. Et encore une fois, je demande aux militaires de ne pas intervenir. On n'en a pas besoin, ni aux porteurs de tenue. Le peuple malien peut prendre son destin en main sans passer par le coup d'État.